Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir pour vous Florence Noël, autour de son recueil « Ni de sang, ni de sens », paru l'an passé aux éditions du Grenier Jeanne-Tony. Un entretien mené pour vous par la toujours aussi énigmatique et sublimissime Marguerite Marie James. Bonjour Florence, bienvenue au Grenier Jeanne-Tony, que tu connais parce que tu y es déjà passé plusieurs fois, je pense. Cette fois-ci, nous allons parler de ton recueil « Ni de sang, ni de sens » qui est paru dans la nouvelle revue des Élytres et dont on a déjà parlé lors de la première partie de cette séance. Vous avez entendu un certain nombre de textes, bien sûr. Alors, bien, on a compris que tu avais écrit ce recueil à la suite des attentats qui se sont passés malheureusement il y a quelques années en Europe, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou en Espagne. Mais tout le monde n'a pas commencé à écrire un recueil de poèmes après ces attentats. Alors, quel est le déclic qui t'a poussé à écrire ces textes ? En fait, je suis toujours prof en secondaire. Et donc, en étant prof en secondaire, j'étais confrontée au fait qu'il a fallu encadrer aussi. On était vraiment au cœur de l'émotion des jeunes gens. Je pense que c'est ça, j'avais besoin... c'était assez lourd déjà, de manière générale, l'actualité. On avait déjà fait des choses par rapport à Paris. Et puis quand il y a eu les attentats à Bruxelles, c'était difficile. Par exemple, j'avais un élève qui me disait « Ah oui, mon père, il était sur le toit en train de refaire le roofing de l'aéroport au moment où il y a eu les attentats. » Donc il y avait des enfants, des jeunes. Hein, je ne suis pas du tout à Bruxelles, moi je suis tout près de Hanu. Je suis à Hanu. Mais qui étaient touchés de près ou de loin. Et puis il y avait ce sentiment d'être en insécurité permanente. Je pense qu'on a un peu oublié ce que ça voulait dire, mais pour beaucoup, pour mes filles par exemple, on les avait laissées le long d'un mur dans la cour de récréation. C'était une sorte de psychose comme ça généralisée. Et donc il y avait cette idée de pouvoir mettre des mots par rapport à mes enfants et par rapport aux jeunes aussi, pouvoir mettre des mots, comme un trop-plein. Je pense qu'il y a un moment, il y a un trop-plein, et écrire, c'est une manière de faire sortir le trop-plein, tout simplement. Donc voilà. Oui. Mais d'ailleurs, dans tes textes, tu écris que c'est aussi pour créer une antidote au malheur à venir, page 8, aussi pour rassurer les enfants, ça tu en parles, page 13, et pour croire à une communion du désespoir. Tu peux un petit peu développer ? Oui, alors le premier que tu as dit, c'était, j'ai oublié. Une antidote au malheur à venir. Une antidote au malheur à venir. Oui, mais en fait, je pense que c'est Baba qui a fait une introduction, une préface au recueil, et il parle de la force du langage et du verbe pour... mettre des mots et pour justement faire en sorte que la poésie soit un vecteur entre une émotion qui est tellement forte et indistincte et pouvoir replacer ça dans un champ qui est aussi une mémoire, etc., etc. Et donc je pense que l'antidote au malheur, c'est que tant qu'on ne sait pas exprimer quelque chose, tant que ça reste dans du non-dit, qu'il n'y a pas du verbal qui est mis sur quelque chose, eh bien, ça peut entre guillemets, pourrir de l'intérieur et gâter notre rapport au monde. Et donc, l'antidote au malheur, c'est le fait de pouvoir introduire une communication, moi avec moi, hein, par la poésie, mais aussi avec les autres via le recueil et via le fait de les dire, par exemple. Pour moi, je suis très contente que Baba l'ait proposé, parce que c'est très important de pouvoir les entendre une fois. Alors évidemment... l'un d'entre vous qui n'est plus là m'a dit tantôt, oui, c'est sombre. Oui, c'est sombre. Les attentats, c'est sombre, c'est évident. Mais oui, c'est sombre, mais peut-être que ça l'est un peu moins, peut-être que ça mettra un peu de clarté, un peu d'entendement, un peu de compréhension, en mettant des mots sur quelque chose qui est sombre. Et alors, à partir de là, il y a le fait que par les mots, on peut atteindre quelque chose qu'on peut difficilement dire, donc qui est presque indicible. Et ça, c'est le début du fait de rassurer. Bon.
et peut-être le début d'une consolation. Alors il y a aussi le fait qu'il y a eu énormément de rassemblements. Le premier des attentats, c'était celui de Charlie Hebdo, je sais pas, enfin celui qui a vraiment remarqué les gens. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu 4 millions de personnes à Paris qui ont défilé. Moi, ça m'avait vraiment très, très impressionné. Et 4 millions de personnes, c'est quand même une somme impressionnante de gens. Et donc, et toutes ces marches et tous ces rassemblements qui ont eu lieu, ben, cette communion du désespoir, hein, je pense que le désespoir tout seul et la peur tout seul, c'est plus nocif qu'autre chose. Mais le fait de faire communion autour des choses graves, ben, toutes les commémorations de tout temps par rapport aux choses graves, je pense que c'est vraiment un temps important pour pouvoir après commencer à bâtir et refaire quelque chose d'autre. Et pourquoi est-ce que la poésie a quelque chose à dire? D'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais aussi quand il y a eu les commémorations à Paris, qu'ils ont fait quelque chose, je ne sais plus où c'était, aux Invalides ou ailleurs. Quand c'était aux Invalides ou ailleurs, quand ils ont fait cette commémoration-là, en France, ben, on sort des poèmes, on sort des chansons. C'est comme si, tout d'un coup, il n'y avait plus que ce type de langage-là, qui est un langage qui est très, très... oui, qui a besoin de marier la beauté avec... enfin, de mettre une sorte de voile de beauté sur quelque chose qui est une horreur, en fait, indicible. Et je pense que, oui, la poésie a quelque chose à dire là-dedans, même si tout le monde ne se tourne pas vers la poésie. Dans ces cas-là, on remarque, comme quand il y a des deuils ou des funérailles ou des choses comme ça, que tout d'un coup, les gens se tournent vers la poésie et s'intéressent de savoir si des mots peuvent peut-être mettre un baume ou donner du sens ou éclairer certains sentiments qui sont des sentiments ambivalents. Voilà, donc ça c'est un peu tout ça qu'il y avait là-dedans. Et donc le début du recueil qui a été lu par différentes personnes, c'est un peu comme si les gens rentrent de ces marches et puis ou entendent ces nouvelles, rentrent chez eux, discutent avec leurs proches et ou pas, simplement ne rien se dire et être ensemble et quelque chose malgré tout nous répare, quoi. Enfin, répare cette solitude qu'on a tous face à l'horreur. Enfin, voilà. Mais ça permet effectivement aussi de sortir de l'anonymat de la foule. Hein? Donc, parce que la foule qui repart vite faire ses propres préoccupations, ses propres peurs. Hein? Mais en conclusion, tu dis, il faut aimer au pied de la lettre, sans attendre, sans prétendre rien de plus qu'un regard échangé comme un passeport d'éternité. Je trouve que c'est une belle conclusion. Oui, oui, il y a ça. Et alors, il y a un texte dans la première partie, juste dire, qui est sur la consolation et qui que beaucoup de gens ont récupéré d'ailleurs ce texte de ci, de là depuis qu'il a été écrit. Et je trouve que voilà, la consolation, on est dans un monde où il y a énormément de difficultés qu'on traverse tous. Les attentats en sont une, il y a les guerres, dont on parle énormément pour le moment, il y a l'inquiétude écologique, etc. etc. Et l'individu tout seul se sent à la fois appelé à plein de choses et complètement impuissant en permanence. Et je pense qu'on ne nous donne plus l'autorisation de nous consoler. Et on ne nous donne plus non plus ce temps nécessaire à simplement s'avouer fragile, vaincu, etc., etc. On est dans un monde où il faut être tout de suite résilient, hein, avancer. On l'a beaucoup entendu avec la pandémie, il faut être résilient, comme si c'était normal qu'on était tous des balles magiques, qu'on allait nous jeter, qu'on allait rebondir comme ça sur tous les murs. Et attendez, je vais essayer de retrouver le texte, parce que, évidemment, parler... Voilà. Et enfin, je pense que ça résume exactement ce que j'ai voulu faire. Donc, à ce point du soir, c'est là, vois-tu, que le Verbe devrait se saisir des corps épars, des âmes concassées, les étreindre au plus vide de leur manque, bercer leurs moelles et tatouer tendrement, à même leurs veines, le mythe jamais écrit de la consolation. Parce qu'en fait, il y a des mythes sur des tas de choses, hein, dans les grands textes religieux et autres, hein, mythologiques. Il y a des textes sur des tas de choses, des mythes sur la peur, sur le meurtre, sur les commencements, sur la fin, sur etc. Mais sur la consolation, il n'y en a pas. On n'a pas vraiment de texte de référence sur cette consolation dont on a cruellement besoin tous, enfin terriblement besoin, je trouve, tous,
face aux grands remuements qu'il y a dans le monde comme ça. Voilà. Donc oui, la consolation, c'est là où l'amour est possible, puisqu'on se remet l'un avec l'autre, et voilà. Oui, voilà. Alors, dans le texte, page 24, tu écris 305 couchés sur le sable, infertiles, fruits juteux, 305 noyaux séchant dans la poitrine de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que un noyau, ça peut aussi être le début d'une nouvelle vie. Hein? Le noyau d'un fruit, c'est ce qui permet de faire germer une nouvelle plante. Alors, quel est le sens de cette... Alors, ce n'est pas pour n'importe quelle victime, c'est les victimes d'une... Enfin, c'est dans mon souvenir, hein, les victimes d'une mosquée soufie. Donc, d'abord, c'est des musulmans de confession, enfin, d'orientation, je ne sais pas quoi dire, de soufis, qui ont un certain rapport aussi à Dieu et à l'amour, etc. Voilà. Et ces personnes ont été victimes d'un attentat terroriste de la part de musulmans, j'imagine, enfin, ou de gens qui sont présentés comme tels. Et 305 ont été fusillés dans leur mosquée alors qu'ils allaient prier un vendredi. Donc, enfin, moi, j'ai trouvé ça terriblement... Ça se passe en Égypte, on en a un peu parlé. Enfin, je veux dire, on en a un peu parlé, quoi, mais pas beaucoup. 305, c'est beaucoup plus que ceux qui sont morts à Bruxelles. C'est 305 personnes qui étaient dans un lieu de culte, qui priaient pour... voilà. Et en plus... En plus, oui. Et en plus, oui. Oui, exactement. D'où le fait qu'il y a ce rapport à l'ennemi aussi, qui en fait devrait être le frère. Et... a priori, ils partagent la même foi, mais visiblement pas du tout, puisqu'ils sont considérés comme moins que rien et dignes de mourir. Et en plus, ces personnes pratiquent une religion qui est une religion profondément dans l'amour et dans l'unicité avec Dieu, où tout se confond, enfin, d'après ma perception, à l'idée de pouvoir rejoindre un amour qui est un amour qui englobe tout. Et donc, ces noyaux qui restent, hein, ces personnes qui restent, qui sont comme des noyaux où il n'y a plus la pulpe, il n'y a plus rien de vivant, eh bien oui, je pense que c'est un peu l'idée qu'ils sont peut-être séchés, mais un noyau, il faut qu'il sèche pour pouvoir redonner la vie. Oui. Voilà. Mais tu évoques aussi dans ce texte l'instrumentalisation de Dieu dans les conflits, ce qui a toujours existé. Mais donc... Oui, je l'évoque et je le dis aussi, je ne sais pas si vous avez entendu quand... Donc Ayla a introduit les différents chants. Là, à un moment, elle dit qu'en Irak, donc ici, c'est une étude, j'ai trouvé ça parce que je le sais, mais c'était intéressant d'avoir des chiffres quand même. Donc il y a Fondapol, qui est un institut de recherche, qui fait un peu le bilan de l'ensemble des attentats terroristes qu'il y a dans le monde. Et on s'aperçoit qu'en fait, 89,1% du total des morts par attentat islamiste se retrouvent dans les pays où l'islam est présent. Enfin, en tout cas, où il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette religion. Et donc, ils sont les premières victimes. Or, on sait que ces attentats et d'autres ont suscité une réaction raciste, xénophobe et anti-islam, etc., chez nous. Et donc, oui, c'est aussi ça que je veux dire. Je veux parler du fait que il y en a qui instrumentalisent Dieu, de fait, et puis il y en a qui, par leur foi ou leur spiritualité ou leur ouverture malgré tout, arrivent à surmonter ces différences et à voir que non, ce n'est pas au nom de Dieu qu'on le fait, c'est au nom d'une convoitise qui est tout à fait humaine et du pire de l'être humain, en fait. Voilà. Malgré tout, tu écris que tu es doué de joie, même au milieu de ce carnage. Pourquoi? Parce que la beauté sidère ton regard? Ce que tu as écrit, page 29. Oui, sans doute. La beauté, pour toi, c'est quoi? Tout. En fait, c'est assez paradoxal, mais je pense que la poésie voit tout ce qui est, voit dans ce qui est contradictoire, vraiment, l'occasion de... Oui, l'occasion de dépasser une pensée qui est une pensée commune, hein, qui va, voilà.
Et donc, oui, c'est un peu un oxymore, comme on dit, hein, comme la sombre clarté et autres. Mais oui, je pense que sincèrement, la beauté, je trouve que tout peut susciter l'émerveillement. Les gens m'émerveillent, les choses m'émerveillent, et parfois ils m'embêtent très très fort aussi, comme tout le monde. Hein, ils me fatiguent. Parfois, voilà, je râle à mon cou, mais foncièrement, je suis quand même émerveillée par chaque être humain, chaque chose qui se passe, la beauté de la nature, la beauté de ce que l'homme est capable de réaliser, etc., etc. Et qui est en fait bien supérieur à ce qu'il est capable de faire dans le pire. Le problème, c'est que réparer un dégât prend toujours plus de temps que de créer quelque chose de constructif. Voilà, oui. Et donc, tu as écrit aussi « Jamais ne fut doué pour clouer l'espérance dans l'ombre d'un drapeau ». C'est un refus de la politisation? Non, du nationalisme. Du nationalisme, ah oui, d'accord. Enfin, du nationalisme ou de l'extrémisme, quel qu'il soit. Le fait de dire, sous ce drapeau, sous cette bannière, donc dans la deuxième partie qu'on a lue en direct, là, c'est vraiment traversé par ça. Ce dragon, c'est ce qu'on voit hein, de plus en plus, que vous voyez tous, et malheureusement, c'est la montée des extrêmes et cette parole qui dit il y a le bien faire, le mal faire, il y a eux, il y a nous, il y a ces clivages qui montent de plus en plus, dont on connaît très très bien les mécanismes, qu'on croyait derrière nous, et on voit que la pensée se simplifie, qu'il n'y a plus cette pensée complexe qui est nécessaire à pouvoir aller vers l'autre, même s'il pense différemment, qu'il est différent, etc., etc. Et donc, non, l'espérance, ce n'est pas sous une bannière ou un drapeau, non. L'espérance, c'est justement entre tout ça. Enfin, c'est dans la diversité, c'est dans la rencontre. Et donc, tu as évoqué au début de notre entretien que tu étais professeur et que tu avais donc dû parler de ces attentats avec tes élèves. Et moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que les élèves t'ont appris ? Parce qu'en général, on dit que c'est le professeur qui apprend aux élèves, mais tu as dû parler avec eux, donc ils t'ont peut-être surpris dans leur réaction. Mais je pense que eux, ils n'ont pas une pensée qui va se radicaliser facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont confus, ils ne connaissent pas beaucoup de choses nuancées de la politique, donc pour eux, ça leur échappe. Mais en fait, ils aspirent à un monde quand même plus juste, naturellement. Donc en fait, je n'ai pas rencontré chez eux... voilà. J'ai plus rencontré ça pendant le Covid, où il y a eu parfois quelques élèves qui étaient un peu plus... Voilà, qui avaient du mal avec certaines choses, mais en tout cas pas par rapport aux attentats. Pas par rapport aux attentats. Mais donc, tu es professeur. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé à devenir professeur, écrivain, etc. Parle-nous un peu de toi. Parce que finalement, on ne sait pas grand-chose de Florence Noël. Non. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir prof-écrivain? Alors, pas prof, ça c'est une autre histoire. C'est une phase de ma vie. Je n'ai pas été que prof dans ma vie, et peut-être que je ne serai pas que prof dans ma vie encore par la suite. Donc, c'est pas... j'ai fait d'autres choses, j'ai travaillé dans le domaine privé, voilà. Donc, c'est pas... voilà. C'est clair que être en contact avec des jeunes, ça nourrit aussi une réflexion, mais pas que. Par contre, écrivain, je crois que j'ai toujours écrit. Donc, j'ai toujours écrit. J'ai appris à lire et à écrire, et j'ai commencé à écrire de la poésie quand j'avais 7 ans. J'ai encore les poèmes de quand j'avais 7 ans. Je ne vous les ferai jamais lire. Je ne vous infligerai pas ça. Mais honnêtement, j'ai toujours écrit. Donc, j'ai toujours été fascinée. Il y avait un poème de François Villon sur les... Non, de Ronsard sur le mur chez moi. Et à 8 ans, je l'ai appris par cœur parce que, voilà, quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, voilà, je le connais depuis là. Donc il y a toujours eu, maman aimait beaucoup la poésie, et elle en avait écrit aussi, même si elle ne veut plus trop le dire. Et donc, voilà, j'étais attirée par ça, et assez jeune, en fait. Et donc j'ai lu, et puis par le théâtre aussi, le théâtre classique. Donc Racine, Molière, etc. Vers 11-12 ans, j'ai commencé à lire du théâtre, et puis de la poésie et tout. Et donc j'ai toujours lu. Alors évidemment, quand j'étais en secondaire, j'étais dans les trucs plus classiques. Hein. Donc la poésie contemporaine s'arrêtait à la fin du 19e siècle avec Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Voilà.
Et puis, heureusement, à l'âge adulte, j'ai découvert le pan immense de la poésie du XXe et XXIe siècle. Voilà. Tu as dit dans un autre entretien que le poète doit renouer avec l'enfance, qui n'est pas toujours idyllique. Qu'est-ce que l'enfance a apporté au reste de ta vie? L'émerveillement. Oui, l'émerveillement. Je pense que quand on est enfant, quand on est émerveillé, le temps s'abolit comme ça. Et on a l'impression que vraiment l'espérance est tout à fait possible. Quand on est adulte, on se remémore ça et on a une sorte de nostalgie de cette impression que le temps s'abolit et que tout est toujours possible. Et donc, oui, il faut renouer avec ça parce qu'autrement, on devient amer, aigri, voilà. Et ce qui n'empêche, comme vous le remarquez, que je peux écrire des choses dures, pas que d'ailleurs, hein, je n'ai pas écrit que des choses dures, mais que je peux écrire des choses dures parce que ce n'est pas parce que on a envie de beauté, d'émerveillement, etc., que par ailleurs, au contraire, je trouve que ça permet d'affronter ce qui est le plus dur, en se disant qu'il y a quand même une part inaltérable en soi. Je ne sais pas expliquer. Le fait de pouvoir savoir qu'il y a des choses très très belles, l'amour, la beauté, etc., permet de se confronter aussi aux sentiments les plus durs, voilà, je crois. Donc, en fait, tu dis aussi que l'éternité commence dans un coin de jardin, donc commence ici-bas sur Terre, et qu'il ne faut pas sectionner le monde entre vie spirituelle réservée à l'intime et une vie quotidienne qui ne serait faite que de choses. Hein, c'est un petit peu, ça me fait penser à l'éloge du quotidien de Colette Nice-Mazur, oui, oui. Où effectivement, on spiritualise quand même la vie de tous les jours, qui n'est pas que faite de choses à faire et de matériel. Oui, la poésie, c'est ça aussi. C'est une résistance, c'est le fait de mettre des mots sur l'indicible, et c'est aussi le fait de faire exister par les mots quelque chose qui est, oui, de l'ordre de la spiritualité. Alors chacun va le donner à la mesure de son monde, mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on puisse être dans une poésie qui va avoir des prolongations, on va dire, dans le temps, sans avoir quand même une certaine dimension spirituelle. Voilà. Maintenant, il y a des gens complètement incroyants, mais je pense qu'il y a quand même une dimension spirituelle. Voilà. J'ai du mal à le croire. Pour moi, c'est quand même... C'est totalement intrinsèque à la poésie, même parfois de révolte ou sur l'humanité, etc., etc. Et le jardin, oui, voilà. Oui, ça. Donc pour toi, écrire est une alliance entre le corps et l'esprit. Oui. C'est très chrétien ce que je vais vous dire, mais c'est le prologue de Saint Jean, quoi. Oui. Donc voilà, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, etc. Pour moi, le Verbe, on a tous un don extraordinaire, on a le langage. Et ce langage, ça nous permet de faire le lien entre la matière et des émotions et les sentiments, etc., etc., et la perception. Et c'est un outil extraordinaire qu'on n'a jamais fini d'explorer. La poésie permet en plus de faire plein d'expériences avec le langage, d'essayer des choses très différentes, de mêler de la musique, du rythme, de s'ouvrir au silence. Enfin, c'est quand même une source d'émerveillement incroyable, le langage. Qu'est-ce qu'on serait sans langage? On ne serait que des petites îles perdues les uns loin des autres. Aucune humanité, aucun progrès ne serait possible. Donc le langage, pour moi, c'est une caisse de résonance de cette beauté du langage. Et tu dis écrire rapidement ce que tu as à écrire, mais avec le besoin de stimuli extérieurs et après réflexion, histoire de laisser décanter les impressions. Tu travailles sur le rythme et la musicalité des phrases et des vers. Parle-nous un peu de ton travail d'écriture pratiquement. Je dis, comment écris-tu? Comment les idées te viennent-elles? Je ne sais pas. Est-ce que tu écris chez toi souvent, c'est dans un état second, enfin, comment on dit, altéré, je ne sais pas, ou un état d'inspiration. Enfin, il y a plein de gens qui vont donner des mots différents. Donc, c'est pas, je me dis, ah ça, il faut que j'écrive dessus, je vais m'y mettre. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut être dans un... Donc, parfois, c'est des moments très brefs.
et puis je peux retravailler quelque chose par la suite. Le deuxième recueil que j'ai fait paraître, La Solombre, hein, celui-là, toute la première partie, ce sont tous des textes qui sont des textes de nuit, parce que c'était à cette période-là le moment où j'avais ce moment où je pouvais décanter, et j'avais, je sais pas, une demi-heure de quelque chose qui arrivait, je me disais, voilà, je vais écrire, et puis j'allais dormir, et le lendemain, je recommençais ma journée de travail, etc. etc. Et donc, oui, il y a des moments qui changent en fonction des cycles de la vie, en fonction de ce qui nous arrive. Il y a des moments de sécheresse absolue aussi. Là, j'en sors un petit peu, mais c'était assez dur l'année dernière pour ça. Voilà. Et donc, par contre, j'ai appris à ne pas me stresser avec ça, parce que l'écriture, c'est vraiment fondamental pour moi. Donc, je ne me stresse plus avec ça. Si j'écris pas, j'écris pas. Comme je l'ai mis dans un recueil, et quelqu'un qui est ici m'a déjà interrogé à ce propos, comment sédimenter n'est pas se taire, c'est-à-dire que ça doit, voilà, ça descend, ça fait des strates, et puis à un moment, on fore et ça jaillit, et voilà. Et s'il faut du temps, il faut du temps. Et ce temps-là, il a sa raison d'être parce qu'il va permettre à quelque chose qui n'aurait pas jailli autrement de jaillir, quoi. Donc, Ben oui, tu as évoqué ton recueil Solombre. Peux-tu un peu évoquer d'autres recueils que tu as écrits avant Ni de sang, oui, ni alors, de je ne les ai pas sens? tous ici, mais attends. Donc le premier, c'est le premier qui est sorti. C'était chez Bleu d'encre. C'est L'étrangère. Dans Alors, lequel je crois qu'il y a un texte, page 42, qui est en rapport avec ce que tu as écrit oui, aujourd'hui. tout à fait. Oui. Je viens de l'ouvrir à la page 42. Formidable. Oui, donc j'ai d'abord. Donc l'étrangère, c'est moi. Voilà. Je pense que beaucoup de gens qui sont dans l'art ou dans l'écriture se sentent en quelque sorte un petit peu étrangers à ceux qui les entourent. Et donc c'est le rapport de cette étrangeté au monde. Voilà. Et dedans, en effet, je peux le lire si vous voulez, il y a un texte qui est très actuel, enfin qui reste très actuel, et qui parle du rapport entre le poète et le monde, le poète qui est engagé. D'accord ? Il paraît que les poèmes ne demandent rien, qui ne sont qu'un cri, qui ne grippent ni les bielles des wagons à bestiaux, ni les grues à Téhéran. Écrire sert seulement à mourir, digne dans l'âme, le visage couvert de crachats. Et ça évoque en fait deux personnalités poétiques. Benjamin Fondane, qui est quelqu'un avec de multiples talents, essayiste, écrivain, romancier, etc. Et poète, qui était juif et qui est mort durant la Seconde Guerre mondiale dans les camps. Et Hachem Shahabani, qui est un poète iranien qui a été pendu à une tour en 2014. Et comme on le sait maintenant avec les révoltes en Iran, on continue. Il y a eu 600 personnes qui ont été comme ça exécutées depuis septembre, octobre. Donc voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ça, il y avait autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus, c'est pas grave. C'était quoi ta question ? Mais parle-nous des autres recueils que tu voilà. as écrits, à part L'étrangère. Donc L'étrangère, voilà. Mais autrement, ça parle, oui, du rapport au monde. C'est des textes plus petits, plus secs, plus ramassés. Puis il y a Solombre, qui est paru chez Taillis-Pré, Oui, ce que je voulais dire avec L'étrangère, voilà, j'ai trouvé, c'est qu'il y a un certain nombre de ces textes qui viennent d'être traduits en espagnol dans une anthologie avec 7 autres poétesses belges, Habitar la noche, j'ai un très mauvais accent espagnol, donc Habiter la nuit, et donc dont ce texte-là que je vous ai lu, qui a été traduit en espagnol, et qui par Stéphane Chaumet, et donc qui est sorti en Colombie, voilà. Et il y a 7 autres poétesses belges, Charline Lambert, Marie-Clotilde Rose, enfin voilà, qui sont aussi dans cette anthologie. Alors ensuite, il y a Solombre. Solombre, c'est, comme je vous l'ai dit, des textes plutôt de nuit, une sorte de petite mythologie de la nuit, pas toujours des textes réalistes, parfois un peu imaginaires, fantaisistes comme ça. Et la deuxième partie s'appelle Fourbure, parce que ça évoque la fatigue, qui est ma grande amie depuis toujours.
Voilà, parce que j'ai connu beaucoup de périodes de fatigue dans ma vie, pour des tas de raisons différentes. Et donc, ça évoque voilà, un burn-out, des surmenages, des difficultés de fatigue. Voilà. Alors, il y en a un qui manque, qui n'est pas là, qui s'appelle « Branche d'acacia brassée par le vent », qui est un texte qui est 8 mouvements de rencontres amoureuses, écrits comme de la musique. Donc, enfin, il y a des allitérations, il y a des tas de... Voilà. Et c'est au chat polaire. Et donc, sur des photographies de Pierre Gaudu. Et c'est un 8 mouvements de différents moments de la vie d'une rencontre amoureuse. Et qui évoque un peu le cantique des cantiques. Puis il y a Assise dans la chute immobile des heures, voilà, qui est sorti chez Bleu d'encre et pour lequel je vous réfère à un entretien que Patrick Deveau a fait en 2021, je crois, voilà, 2021, et qui explore tout à fait ce recueil-là. Et puis il y a eu celui-ci, voilà. Et Diptyque. Ah, Diptyque, oui, Diptyque, c'est une revue que j'avais, voilà, je vous montre, ça c'était la dernière. C'est une brève expérience dans ma vie. J'ai fait 3 volumes. Et c'était une revue où il y avait à la fois des œuvres d'artistes et des tas de collaborateurs, des poètes, des nouvelles, etc. etc. Voilà, par exemple. Voilà. Et donc, que j'avais fait par folie, entièrement moi-même. Voilà. Je dis par folie parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Voilà. Et voilà, il y avait 20 œuvres. Il y avait chaque fois 20 œuvres, et c'était diptyque parce que c'était comme 2 volets. Donc normalement, il aurait dû y avoir 4 volumes. Chaque fois, l'un répondait à l'autre, un sur l'ombre, l'autre sur la lumière, etc. Et puis, il y avait une parité homme-femme absolue. Oh, mais ça, c'est bien, ça. Parce qu'en fait, quand on fait un appel à texte, on a 80% de réponses masculines et 20% de réponses féminines. Et pour les prix, c'est la même chose. Et donc, il faut faut pas grand-chose pour équilibrer il faut simplement aller solliciter quelques personnes qui sont reconnues, en fait, et qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir contribuer. Et donc, voilà. Et donc, c'était un peu l'idée. Tu dis que l'écriture n'a pas de sens complet si elle n'est pas réappropriée par le lecteur. Oui. Bon. Oui. Oui. Mais donc, par exemple, les textes que vous lirez, que vous avez entendus, vous allez vous faire votre propre écho. Certains vont vous plaire davantage et vont résonner par rapport à votre propre expérience. Et toute personne qui écrit doit accepter qu'un texte ne lui appartient plus tout à fait à partir du moment où il est publié, et que chacun doit construire, entre guillemets, la moitié de l'histoire. Et cette moitié peut évoluer aussi au fur et à mesure de sa vie. On peut aimer un texte qu'on aimera moins plus tard et en aimer un autre. Et ça, c'est vraiment très, très important, je pense, qu'on ne se dise pas « Ah, il fallait le lire comme ça, il faut le comprendre comme ceci. » Non. Laissons... voilà. Et parfois, je pense aussi que dans l'étude de la poésie, comme on fait scolairement, parce qu'il faut bien passer par là aussi, comment dire, c'est parfois un petit peu rédhibitoire pour les jeunes, parce qu'on leur dit, c'est comme ça, il faut aller comprendre comme ceci. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Non, il n'y a qu'une solution. Non, en fait, chacun peut... voilà. Lire Rimbaud à 17 ans, même si Rimbaud a écrit à 17 ans, lire Rimbaud à 17 ans, ce n'est pas du tout la même chose que lire à mon âge. On perçoit d'autres dimensions. Il y a des textes qui resteront ouverts toute la vie. Voilà. Et donc, l'écrivain est un passeur. Oui, tout à fait. Et alors là, je vais rejoindre mon côté spirituel, mais je pense qu'il est un passeur et que même parfois, il y a des choses qui le traversent, qui ne fait que les écrire et que ça voilà, il va dire, j'ai écrit ça, moi. Enfin bon. Oui, j'ai écrit ça. Enfin bon, c'est bien en fait. Ça vient pas de moi, à mon avis. Voilà. C'est une bonne conclusion, je pense, de cet entretien. Ah, oui. Oh, non, je ne sais pas. Merci beaucoup, Florence. Je t'en prie. Merci. Et pour vous remercier de votre participation à ce
Les masques et la plume, Florence Noël. Cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.